Bien sûr. Alors pour me présenter, que dirais-je? Que je suis professeur d'histoire moderne dans cette université et que mes spécialités concernent l'histoire politique du Royaume de France, des provinces surtout. Je m'intéresse à la culture parlementaire dans des institutions particulières qu'on appelle États provinciaux et qui existaient en Bourgogne, ces fameux palais des États qui se trouvent au centre-ville, mais aussi en Bretagne et encore en Languedoc et dans d'autres petites provinces. Alors le master d'histoire publique qui a été créé par le département d'histoire l'année dernière et dont j'assure la direction en somme, est un master 2. On y rentre après avoir au minimum obtenu un master 1 plutôt euh, euh, en recherche histoire, même si d'autres disciplines, sociologie, histoire de l'art, disciplines des sciences humaines, sont les bienvenues, hein. On peut évidemment, quand on a un master 2, postuler pour compléter sa formation. On peut par exemple faire un master recherche en 2 ans et puis ensuite hésiter entre la voie classique CAPES agrégation, qui est une voie qui est professionnalisante, et une autre voie qui est celle du master histoire publique, qui oriente les étudiants vers le monde de la diffusion du savoir historique, mais pour des publics qui ne sont pas scolaires. C'est la grande différence en fait entre la voie des concours et la voie de l'histoire publique. La voie de l'histoire publique, c'est rendre publique l'histoire pour les parents des élèves en fait, hein, pour tous les curieux, ce qui a pour conséquence de démultiplier les situations de diffusion. Alors on fait de l'histoire publique parfois sans le savoir en France, hein, parce que c'est un terme assez récent qui est d'usage très courant aux États-Unis et dans la dorsale européenne. Si l'on fait une géographie des masters d'histoire publique, on les voit très très présents, finalement des Pays-Bas jusqu'en Italie, et puis en Espagne aussi à l'écart, et en France il y en a très peu. Il y en a 4 à ma connaissance: Créteil, qui est le plus ancien, Nantes, Albi, et puis le quatrième qui est Dijon. Il y en avait un cinquième maintenant, mais je ne sais pas s'il est encore en fonction, qui était à l'INALCO. Voilà. Donc c'est un master qui se propose de réfléchir aux conditions de diffusion d'un savoir historique plutôt qu'aux conditions de production d'un savoir scientifique. C'est-à-dire qu'il faut utiliser la recherche et la mettre au service du public le plus large possible. Donc on fait de l'histoire publique quand on est guide des villes d'art et d'histoire, quand on travaille dans un musée, quand on travaille dans une association qui a pour but, comme l'association Ecoville à Dijon, de valoriser l'histoire et le patrimoine urbain de Dijon, quand on travaille, dans le cadre, dans une activité de documentation, dans une activité de réalisation de films. À l'instant, vous l'avez vu avec Monsieur Ril, qui est venu parler de son travail pour Secret d'Histoire et avant pour Racine et des ailes. Donc il y a toute cette sphère médiatique qui, évidemment, est un horizon pour les étudiants du master Histoire publique. Disons, pour résumer, que c'est un master qui oriente les étudiants en direction de la médiation scientifique. Voilà, médiation scientifique, partout où on s'occupe de médiation scientifique, et la liste est finalement assez longue. Je pourrais rajouter les lieux d'archives, les médiathèques, les bibliothèques. Oui, voilà, la liste est quand même assez importante, sans oublier tout le secteur privé. Je pense par exemple à une société qui s'appelle Comin France, qui va donner un papier bientôt pour la promotion actuelle. Comin France est une société qui produit du contenu numérique. Ils vendent ce contenu numérique et ils vendent en fait du savoir scientifique, puisque en s'abonnant à cette application, le touriste reçoit des alertes sur son téléphone dès lors qu'un point remarquable du patrimoine est à proximité de son téléphone. Et donc s'ouvre alors une fenêtre et un discours historico-artistique
j'imagine, enfin des discours patrimoniaux, mais qui aura été rédigé par un employé de commune qui, s'il est historien, fera l'objet de l'attention des recruteurs, évidemment. Vous voyez, voilà, donc c'est un exemple. Et puis, il y a également tout le secteur qui n'est pas très important encore, mais qui peut encore appeler à se développer, le secteur des prestataires pour le privé, pour les entreprises qui veulent une histoire de leur entreprise. Et puis, certaines sociétés, je pense par exemple au Champagne Ruinart ou Moët et Chandon, font appel à des historiens, embauchent des historiens historiens de l'art, pour prendre en charge tout le domaine du mécénat culturel, tout le domaine du mécénat culturel et aussi de la promotion de leur marque. C'est-à-dire qu'ils travaillent, si vous connaissez un peu les vins de Bourgogne, il suffit d'aller sur les sites des différents producteurs et on voit que l'histoire est un argument de séduction du consommateur, puisque ces maisons de vin, enfin ces producteurs, prennent grand soin à rappeler qu'ils font le vin depuis le Moyen-Âge ou depuis l'époque moderne. Donc c'est le savoir historique est comme un instrument d'authentification, voilà, d'authentification de la qualité. Et ça, les historiens peuvent le faire sans pour autant remettre en cause les premières qualités de l'historien, à savoir son impartialité. Je peux aller un peu plus dans le détail de l'organisation de ce master. Avec François Jarige, nous avons l'année dernière réfléchi au passage à l'alternance de ces deux masters, que sont le master archives et le master histoire publique. Et je dois dire que c'est plutôt un succès, puisque dès la première année, la moitié des étudiants du master archives sont alternants et plus du tiers des étudiants du master histoire publique sont alternants. Ce qui fait que cette ouverture à l'alternance, entendons-nous bien, ça signifie qu'un étudiant signe un contrat d'1 an avec une institution ou une entreprise qui va le rémunérer pour un travail qui prévoit un temps de formation sur l'année. Donc c'est déjà un premier travail, véritablement un premier travail salarié. Cette organisation a pour conséquence un emploi du temps un peu original. Nos étudiants, histoire publique comme archives d'ailleurs, sont en cours à l'Université de Bourgogne du 1er septembre jusqu'au 1er février, avec quelques semaines où ils sont sur leur lieu d'embauche. Je crois que le rythme est 2 semaines de formation, 1 semaine sur le lieu d'apprentissage. Et puis, passé février, ils ne sont plus du tout à l'université, sauf pour 4 jours. Voilà, en mars et en avril de mémoire. Et le reste du temps, ils sont donc à la tâche. Et pendant cette tâche, ils doivent réfléchir à un mémoire, un sujet de mémoire, dans lequel ils présentent la structure qui les a accueillis, leur rôle, et puis une action qu'ils auront menée dans le cadre de l'apprentissage archive ou dans l'apprentissage histoire publique. Là, l'une des étudiantes doit travailler, par exemple, à Solutré, sur un projet de collecte de la mémoire des plus vieux habitants du pays de Solutré, et proposer une dissémination, une exposition autour de cette mémoire orale. Voilà. À l'issue, comme c'est un Master 2, il y a un travail écrit à rendre, et donc une soutenance composée d'un jury mi-partie, en somme, un universitaire et puis un professionnel. Et donc ça, c'est la grande chance de ce master, parce que, enfin des 2 masters, archives et histoire publique, parce que l'alternance précède en quelque sorte une éventuelle embauche. Et ça, c'est assez intéressant, en même temps que ça donne à la formation un jour nouveau. Voilà. Alors, le master histoire publique s'inscrit dans la tradition des attentes à l'égard des étudiants, de manière classique, assiduité, participation, engagement, autonomie et passion. Il faut
comme toujours dans les études d'histoire, avoir la curiosité chevillée au corps, parce que la curiosité, c'est le vrai moteur du rapport qu'on a avec l'histoire. On a envie de comprendre l'homme, on a envie de comprendre l'homme dans un environnement qui s'appelle la société et qui suscite des rapports de diverses natures. Donc ça ne change pas. Concernant le master histoire publique, il faut y ajouter une forme d'agilité, puisqu'il convient que l'étudiant trouve un peu par lui-même, même si je dispose d'une liste de contacts, trouve son lieu d'alternance ou son lieu de stage. Parce que celui qui n'est pas alternant doit trouver un stage à partir de février, où il va prendre en charge une tâche de médiatisation culturelle, de médiatisation du savoir historique. Donc il faut cette forme d'agilité, cette capacité qui va avec une capacité à aller vers l'autre. C'est-à-dire celui qui va recruter. C'est-à-dire être capable d'imaginer ce qu'on peut apporter à la structure auprès de laquelle on postule. Et ça, c'est une difficulté parce que l'étudiant, même si de Master 2, a surtout été habitué finalement, dans le cadre de l'université, à venir en cours, à recevoir un savoir, à interagir dans le cadre des travaux dirigés, mais il n'a jamais vraiment imaginé ce qu'il pouvait apporter à l'Université de Bourgogne d'emblée. Enfin, il le fait à son corps défendant, hein, par toute la qualité de son travail, notamment le travail de recherche. Mais là, il y a une démarche qui est une démarche finalement où il faut convaincre un interlocuteur de l'intérêt que l'on représente pour sa structure. Et ça c'est une démarche professionnalisante, en effet. Alors, il faut écrire une lettre de motivation, un CV, il faut anticiper un éventuel entretien d'embauche. C'est donc pour ça que je parle d'agilité. Et ce qui va avec l'agilité, c'est aussi évidemment l'obstination. C'est-à-dire qu'il ne faut pas craindre de passer du temps à cela, et puis de la distance aussi, parce que on demande et on n'est pas sûr d'obtenir, et bien souvent on est refusé, et donc voilà, on fait avec, et il faut continuer son chemin quand même, malgré les refus. Et c'est vrai que c'est pas toujours facile d'être retoqué, en fait. Hein. Voilà, on a l'impression que l'essence de ce qu'on est en cause, alors qu'en fait c'est bien souvent un rapport professionnel qui ne convient pas pleinement à la personne que l'on est à ce moment-là. Donc de la distance, de l'obstination et de l'agilité en plus. Donc vous voyez, c'est considérable. Mais alors, pourquoi choisir histoire publique plutôt que l'enseignement ? Ma foi, c'est pas du tout la même vie. C'est pas du tout la même vie. L'enseignement est un métier à statut, encore, même si l'État recourt de plus en plus aux vacataires. Hein. Le parcours histoire publique offre des métiers qui sont plus précaires quand même. Hein. Cela signifie des contrats à durée déterminée. Parfois même cette invention un peu risquée qui s'appelle l'auto-entrepreneuriat. Et l'histoire publique invite à un parcours qui n'a pas été balisé, un parcours qui est fait de rencontres, de discernement des situations qui seraient les plus prometteuses pour offrir un avenir. Néanmoins, c'est un Master 2. Donc avec un Master 2, on peut aussi dire j'ai un Master 2 et passer tous les concours que l'on souhaite avec un Master 2. On peut même revenir, après une année d'histoire publique, vers les concours de l'enseignement en disant ce que j'ai appris là en Master Histoire publique, je pourrais le réinvestir dans mon enseignement, parce que finalement, cette distinction public scolaire, non scolaire, elle est un petit peu artificielle. Hein. La notion de public history a été inventée en Amérique du Nord, là où les premiers habitants n'avaient pas d'histoire. Il fallait rendre public l'histoire de ces populations natives qui avaient été, dont l'histoire avait été subtilisée, volée par les Européens. Donc c'est une histoire l'histoire publique, qui autorise aussi une recherche universitaire. Hein. Donc on pourrait continuer en thèse avec un sujet d'histoire publique. Et ce sujet aurait beaucoup de liens avec les études sur la mémoire, sur la fabrication de la mémoire. Voilà. Et donc quand on observe les revues d'histoire publique, notamment l'une des grandes universités qui promeut l'histoire publique est à Luxembourg,
Et on voit que on voit dans les programmes des colloques et l'organisme que le thème de la mémoire de tel ou tel groupe social est une récurrence de la recherche. Hein. C'est-à-dire réfléchir au régime mémoriel. Hein. Donc, en anglais, on dit ça memory studies, mais pas besoin de le dire en anglais finalement, on avait bien compris.